cette fois-ci, c'est moi qui vais commencer pour une fois, parce que je vais vous parler d'un événement un peu spécial. Je vais vous parler d'un événement un peu terrifiant, parce qu'on va parler de la terreur. Quand je vous parle de la terreur, là, comme ça, vous pensez à quoi spontanément? Terreur révolutionnaire, Ouais, Robespierre? Robespierre, tout ça. Toi aussi, Franck? Bah, j'ai envie de dire oui et non, mais c'est parce que je suis, peut-être Tiens, plus informé que la moyenne des auditeurs, encore que c'est pas gagné. Mais oui, effectivement, la terreur, la 1re, c'est la 1re, la plus connue, c'est la terreur, qui porte ce nom-là, la eh politique oui, de la terreur sous la Révolution. sous la Révolution. Mais il existe effectivement une seconde terreur qui, elle, est plutôt teintée de blanche. Eh oui. Parce que notre histoire, elle prend place en 1814. Depuis le mois d'avril, la monarchie a été rétablie et Louis XVIII règne en maître sur la France avec ses alliés des précédentes coalitions. Mais ça, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Ce nouveau régime fraîchement restauré doit alors faire face à une menace. En mars 1815, Napoléon fait son grand comeback, hein, et c'est le début de la période dite des 100 jours. Plusieurs affrontements vont avoir lieu entre royalistes et bonapartistes, notamment en France méridionale. Ce soulèvement est vaincu le 8 avril par un certain maréchal Grouchy. Mais pareil, j'imagine qu'on y reviendra dans quelques petits instants. À l'ouest, toutefois, les Vendéens et les Chouans se révoltent à nouveau. Cette guerre, entre guillemets, durera de mai à juin 1815. La suite, vous la connaissez, la bataille de Waterloo, Louis XVIII rentre en exil, et cette fois-ci, c'est la bonne. La restauration est repartie pour de bon. Et c'est sur ce moment un petit peu précis qu'on va s'attarder. C'est un peu le bordel, etc. Et c'est bien de voir un petit peu les causes d'un conflit, de voir le conflit en lui-même, mais il est toujours aussi intéressant d'en analyser un petit peu les conséquences. Parce qu'en effet, des violences vont éclater dans les semaines qui suivent la bataille de Waterloo et vont se développer principalement dans le midi de la France où des bandes de royalistes vont s'en prendre aux bonapartistes et aux partisans avérés ou supposés de la Révolution. Ces derniers sont assimilés ou réformés dans les régions confessionnelles et plusieurs actions vont prendre des tonalités carrément anti-protestantes, hein. Les auteurs des tueries sont principalement issus des milieux populaires, tandis que le rôle des élites et des sociétés secrètes royalistes comme les chevaliers de la foi, est controversé. On n'est pas certain qu'ils y agissent. Et là, vous vous dites, bon sang, Marc, mais là, tu nous balances plein de trucs à la chaîne, c'est un peu décousu, mais surtout, c'est quoi les chevaliers de la foi? Alors, du coup, qu'est-ce que c'est les chevaliers de la foi? L'Ordre des Chevaliers de la Foi, c'est une société secrète qui a été fondée en 1810 pour défendre le catholicisme et la monarchie légitime. Durant la période du Premier Empire, il avait pour objectif le rétablissement de la royauté bourbonienne française. Cette société a notamment servi de véritable réseau d'espionnage de la monarchie en exil et a permis de mettre d'énormes bâtons dans les roues de Napoléon. Ils sont notamment derrière les débarquements de troupes royalistes dans le sud de la France pendant la période des 100 jours afin de préparer le retour de Louis XVIII. Les chevaliers, partout où ils se trouvaient, ont participé à la terreur blanche. Une terreur presque légalisée d'une certaine manière. Ils auraient donc peut-être pratiqué différentes poursuites, traques, jugements et sans doute les meurtres comme des meurtres contre les différents protagonistes des 100 jours. Quoi qu'il en soit, que le rôle de chevalier de la foi soit avéré ou non, puisque visiblement il y a des doutes, les débordements sont particulièrement spectaculaires à Nîmes, Marseille, Avignon et Toulouse. Ainsi, à Marseille, d'anciens mamelouks de la garde impériale sont massacrés le 25 juin. À Nîmes, des femmes protestantes sont flagellées publiquement. À Avignon, le maréchal Brune est assassiné carrément le 2 août. Dans le Gard, Jacques Dupont, dit Trestaillon, à la tête de bandes armées, fait assassiner plusieurs dizaines de réformés. Beaucoup d'autres sont persécutés et plusieurs milliers s'enfuient. La terreur d'origine populaire se greffe alors dans un climat de vengeance aux élections législatives d'août. Celle-ci voit le triomphe des ultra-royalistes proches du comte d'Artois. Il remporte 350 sièges sur 398, c'est énorme. Louis XVIII l'appelle la chambre introuvable, car selon lui, même en désignant des députés, il n'aurait pu trouver meilleure composition. Ce raz-de-marée contre-révolutionnaire reflète surtout le durcissement des notables des provinces effrayés par les 100 jours qui souhaitent arrêter les bonapartistes et les partisans de la République. Entre octobre 1815 et janvier 1816, une série de mesures d'exception sont votées par la Chambre introuvable. Cette législation répressive comprend plusieurs lois. D'une part, la loi de sûreté générale du 29 octobre qui suspend les libertés individuelles et permet d'emprisonner sans jugement tout individu prévenu de crimes ou de délits contre l'autorité du roi, de la famille royale et de la sûreté de l'État. Il y a également la loi sur les cris et les écrits séditieux du 9 novembre, prévoyant une juridiction correctionnelle avec des peines allant de l'amende à la déportation. Et enfin, le 27 décembre est voté un rétablissement des cours prévôtales
juridiction d'exception qui avait pour compétence de réprimer tous les complots et les crimes contre la sûreté de l'État commis avec violence et publiquement, avec un président et 4 juges civils, mais sans jury ni appel. Cette épuration aboutit également à la condamnation en conseil de guerre de quelques généraux de l'Empire ralliés à Napoléon pendant les 100 jours. Arrêté le 2 août, le général de brigade Labédoyère est ainsi fusillé à Paris le 19. Le 27 septembre, ce sont les frères Fauchet qui sont exécutés à Bordeaux. Le maréchal Ney est quant à lui condamné à mort par la Chambre des Pairs et fusillé à Paris le 7 décembre. En janvier 1816, la loi contre les régicides condamne au bannissement à vie les régicides relapses, c'est-à-dire tous les anciens conventionnels qui avaient voté la mort de Louis XVI en 1797 et qui avaient approuvé l'acte additionnel aux constitutions de l'Empire du 22 avril 1815. L'application de ces différentes lois place plus de 3000 personnes sous un contrôle plus ou moins contraignant et entraîne plus de 6000 condamnations à des peines variables entre 1815 et 1816. Entre ces lois totalitaires et la terreur blanche dans les campagnes, le peuple commence doucement à gronder. Face à ces excès et craignant une nouvelle révolution, le roi met alors fin à la terreur blanche en dissolvant la Chambre introuvable le 5 septembre 1816. Cette terreur blanche aura fait près de 500 morts, du moins officiellement. Et voilà. Ouais, officiellement. Voilà. Parce que, Officiellement, il faut toujours le rajouter parce que ça avait l'air d'être ouais, quand même un sacré bordel. Hein. bah, de mémoire, après, là, pareil, faudrait le regarder plus en détail. Mais de mémoire, tous les massacres, toutes les exécutions sommaires qu'il y a eu étaient au moins autant nombreuses que celles de la terreur révolutionnaire. Parce que on a toujours c'est un peu toujours le débat de quoi on parle, y compris d'ailleurs pour la terreur révolutionnaire. Ouais. Est-ce qu'on parle des exécutions légales faites par le régime ou est-ce qu'on parle des exécutions et massacres hors cadre qui sont commises par des officiels parfois qui profitent de leur statut, voire directement par des individus hors de toute forme de cadre ni légal ni officiel. Parce que c'est une grande question, on va dire, dans la manière dont on représente les choses. Parce que si on prend effectivement uniquement les exécutions entre guillemets légales, on pourrait avoir l'impression que finalement, C'est ok quoi. terreur, c'est pas un bien grand mot. Mais en réalité, quand on prend en compte absolument tous les débordements liés à ces lois d'exception et liés aux répercussions, là pour le coup, on se retrouve avec des milliers de morts sur les bras. Ouais. Ouais, et puis entre les gens qui sont morts, les gens qui sont torturés, enfin, il y a des trucs quand même, genre les femmes protestantes flagellées publiquement à Nîmes, enfin, je veux dire, tout le monde se Après, relâche, ça, quoi. Il y a vraiment ça, ce côté où pour le on se coup, laisse aller, quoi. en fait, non, pour le coup, l'idée que les protestants sont une cible, ça malheureusement, on le doit en partie à un Ardéchois. Ouais. Merci les Ardéchois. Un certain Augustin Baruel, qui est né, semble-t-il, à Villeneuve-de-Berg, que je connais parce que j'avais étudié son cas dans le cadre de mes visites. C'est un prêtre. Et c'est un jésuite de Berg. qui en réalité est un polémiste. Hein. Avant toute chose, il va être. Il ressemble à Eric Zemmour, précepteur. Ouais, alors il est, tu vois, 10 fois pire. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'il a écrit un bouquin qui en réalité est une pas une copie, mais en tout cas qui est extrêmement plagié. Un auteur britannique dont le nom m'échappe à chaque fois, qui est l'un des plus grands auteurs antisémites de l'époque, et qui basiquement est on va dire le père de l'antisémitisme moderne. Et malheureusement, Baruel est un peu la même chose en France, c'est-à-dire qu'il a écrit tout un bouquin sur soi-disant l'histoire de la Révolution française, dans lequel il explique très clairement que la Révolution, ce sont les juifs, les protestants, les athées, bref, tous ceux qui ne sont pas de bons catholiques, qui sont responsables de la Révolution, et que ce sont bien sûr tous des traîtres qu'il faudrait exterminer. Donc bon, voilà. Ouais. Malheureusement, ce genre de... bien, quoi. Et tu rigoles, mais malheureusement, c'est son bouquin qui est en partie responsable ensuite en France au 19e siècle d'une nouvelle poussée anti-protestante, antisémite,
Oui, parce que ce que je vois effectivement, c'est que ouais, il a théorisé le complot juif, quoi, presque. Ah oui, oui, et là, la franc-maçonnerie, enfin, La franc-maçonnerie aussi, ouais. c'est vraiment Ah, l'un des vache. auteurs qui a le plus appuyé là-dessus en France. Et Et il tout est de ça en ayant. Villeneuve-de-Berg. Et malheureusement, il est probable qu'il soit, parce Incroyable. je crois pas qu'on en ait la certitude, mais il est tout à fait probable qu'il soit, voilà, de Villeneuve. À tous les Villeneuvois qui nous écoutent, voilà, bah, vous avez appris l'existence d'Augustin Baruel. Voilà. Un infâme, Le un fameux. infâme personnage. Un infâme personnage. Je trouve qu'il a vraiment une sale gueule, tu vois. Rien, j'aurais pas su vraiment qui il était de base. Là, je fais des lits de faciès. Hein. Après, j'ai envie de dire, Euh, c'est le genre de personne qui a, enfin très clairement, on voit que dans la vie il est aigri. Hein. Il a été percepteur, ça a pas marché. Il était jésuite, le pape a a interdit l'ordre Ouais. jésuite. C'est voilà, vraiment, là, je pense qu'il en avait marre. Il a cherché tous les responsables possibles et imaginables. J'ai trouvé beaucoup de boucs émissaires. Et bah écoute, bah merci pour les infos supplémentaires, Franck. C'est toujours un plaisir. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.